Bonjour mes amis les gestionnaires d'OBNL. Aujourd'hui, un nouveau contenu vidéo d'Espace OBNL. Je suis très heureux d'aborder les sujets plus technologiques aujourd'hui que les autres contenus. Cette vidéo fait partie d'une série de contenus qu'on va diffuser toute l'automne. J'espère que vous allez les aimer et on reste ouvert à vos suggestions aussi. Aujourd'hui, pour parler numérique, j'ai la chance de recevoir un des spécialistes au Québec dans l'environnement d'OBNL, Jean-François. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Jean-François, je pense que nos gens ne te connaissent pas encore. J'aimerais ça que tu prennes 2 secondes pour te présenter. Bien, Jean-François Demecq, je suis directeur général de l'agence Riposte, anciennement connue à Montréal comme agence HPJ. Un rebranding est en cours en ce moment. Agence Riposte, c'est une agence créative et stratégique au service des OBNL. Donc, c'est notre spécialité, aider les OBNL à développer leur présence numérique pour leur croissance, pour assurer leur croissance et leur pérennité. Donc, tu as l'occasion de travailler avec différents types d'OBNL. Oui, monsieur. Tu connais un petit peu la réalité. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu précis que j'aimerais qu'on discute dans ce contenu vidéo-là. C'est comment on fait pour rajeunir nos organisations à travers l'aide du numérique. Tu sais, on s'entend que il y a beaucoup d'OBNL qui trouvent qu'ils ont de la misère à renouveler leurs membres, à renouveler leurs donateurs, à avoir des plus jeunes qui s'intéressent à leur cause. Les moins de 30 ans, même, je dirais même les moins de 35 ans, ça égale numérique dans bien des cas. Fait que comment on conjugue tout ça pour avoir justement cherché cette croissance-là dont tu parles? C'est une petite question, ça? C'est une petite question, mais qui est au cœur de beaucoup de problématiques. C'est une question large, puis il n'y a pas de recette qui fait pour tout le monde. Par contre, ce qu'on peut commencer par dire, c'est est-ce que rajeunir son organisation, c'est se retrouver là où notre audience se trouve, avec le bon message, au bon moment dans leur vie. Alors oui, le numérique peut jouer un rôle essentiel dans le positionnement des organisations pour démontrer leur valeur ajoutée, puis garder surtout ce contact qui est si difficile à garder avec les parties prenantes. Pour les associations, on va parler des membres. Pour les fondations, on va parler des donateurs et les partenaires également. Donc, toutes les organisations qui offrent des services puis qui ont une mission, où tu as des prestataires aussi, il faut qu'ils adaptent à leur clientèle aussi. Effectivement. Pour répondre à la question de façon un peu plus précise, je pense qu'il faut regarder des constats. Donc, on parle du premier constat que l'espace numérique, quand on parle d'espace numérique, c'est un écosystème. L'espace numérique, c'est pas un site web, l'espace numérique. C'est pas Facebook non plus. Et c'est pas Facebook non plus. C'est plusieurs canaux qui ont chacun leur ADN, chacun leur raison d'être et qui servent des objectifs stratégiques d'une organisation. Donc, la présence numérique des organisations est essentielle parce que tout le monde se retrouve dans l'espace numérique et passe énormément de temps de façon quotidienne à rechercher de l'information. Ça amène toutes sortes de changements. Rechercher, consommer, même s'intoxiquer d'informations puis de contenu. Hein? Je pense qu'on peut aller jusque-là dans certains cas. Là. On pourrait. On pourrait. Bon, on a des exemples. Hein? Je pense que je connais pas grand monde qui n'arrive pas au restaurant puis qui critique pas les gens qui sont à la table d'à côté puis qui sont connectés sur leur téléphone sans nécessairement se parler. C'est pas rare c'est pas rare que pour choisir le restaurant où on va, on utilise notre portable et on regarde les restaurants qui sont à proximité, on regarde les reviews et on choisit notre restaurant en fonction de ça. Donc, tout le monde consomme du numérique et c'est là qu'on se retrouve. J'ajouterais que le deuxième point important à considérer, c'est la façon dont on consomme désormais le contenu. On va consommer le contenu à 50%, de façon bien globale, là, sur des appareils intelligents. Donc, la mobilité. La mobilité. Quand on parle de réseaux sociaux, le chiffre explose, c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, c'est important de garder ça en tête pour livrer des contenus qui sont adaptés à ce type de consommation-là. On va consommer des morceaux de contenu sur un appareil intelligent plutôt que faire des grandes lectures de fond qu'on ferait sur un ordinateur de table ou sur un laptop, par exemple, sur un portable. Donc,
il faut que les contenus soient courts, soient adaptés à la visibilité et nous amènent à des objectifs de conversion très précis. Tu parles de contenu, je trouve ça important qu'on parle des différents types de contenus. Parce que c'est sûr qu'on parle souvent des outils, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Mais puis principalement YouTube, Instagram et aussi même l'infolettre et les autres types d'outils. À quel point, là, puis comment on peut amener les organisations à aller vers la transition vers le vidéo puis la photo, l'image? Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'OBNL qui produisent du vidéo, puis encore là, même au niveau de la photo et de l'image, et ce qu'on appelle les memes aussi, les images avec des textes, ainsi de suite, je ne le vois pas beaucoup dans l'écosystème. Bien, ça aussi, c'est une vaste question. Comment on les amène? Tout commence par les constats, puis d'intégrer à sa planification stratégique organisationnelle une stratégie de présence numérique. Hein? Définir qu'est-ce qu'on veut communiquer, pourquoi, à qui, mettre en place des tactiques pour mesurer les résultats de ce qu'on fait. Puis après ça, une fois qu'on a compris ça, on comprend que sur un téléphone intelligent, par exemple, on va consommer une vidéo souvent sans son. Hein? On va scroller, donc ça nous prend des vidéos qui sont 15, 30 secondes de longue, qui vont faire découvrir un aspect de notre mission, un sujet. Hein? On ne va pas s'étendre puis faire de grandes entrevues pour tout ça. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a cette volonté-là, il faut être accompagné. Ces organisations-là ont souvent l'impression que c'est inaccessible en termes de budget, puis c'est tout le contraire. C'est pas si inaccessible que ça. Il y a moyen de faire des choses très efficaces en termes de contenu. On parle de contenu photo. Il s'agit souvent de donner un ton puis une direction à nos communications visuelles, que tout est une espèce d'homogénéité. Une fois que ça c'est fait, ça peut être très facile à appliquer, puis ça peut aussi être très abordable en termes de coût. Donc, la réponse compliquée à une question simple, là, ou la réponse simple à une question compliquée, c'est il faut d'abord comprendre l'importance que tient le contenu dans une stratégie de présence numérique. On est dans une ère de contenu, les gens ne lisent plus comme ils lisaient, ils sont attirés par des images, des photos, et on est dans l'instantanéité. Hein? On va consulter nos réseaux sociaux à l'aide du pouce, on va descendre dans notre fil de nouvelles, même chose pour LinkedIn et les autres. C'est prouvé que dépendamment de l'âge qu'on a, la vitesse à laquelle on descend ce qu'on appelle le feed, là, excusez l'anglicisme, là, notre mur ou ainsi de suite, est beaucoup plus rapide plus on est jeune que quelqu'un qui a 68 ans ou 70 ans qui va prendre son temps pour le défiler aussi. J'ai pas vu cette recherche-là, mais c'est très plausible. Donc, quand on va créer du contenu, il faut créer ce qu'on appelle des Thumb Stopper Moments. Donc, on a notre fil, il faut qu'on puisse arrêter sur le contenu, que ça nous interpelle, puis qu'on puisse aller ailleurs. La mobilité, c'est important, surtout dans une génération des 30 ans et moins, qui sont principalement, consomment vraiment leur contenu sur leur mobile. Et les organisations que je rencontre au quotidien, que ce soit des fondations ou que ce soit des associations, sont à la recherche, ils veulent séduire une nouvelle catégorie de donateurs ou de membres qui sont plus jeunes et qui ne sont pas naturellement attirés vers ce genre de structure-là. Donc, il faut leur donner le bon contenu pour qu'ils puissent engager avec l'organisation. Le troisième constat... oui, excuse-moi. Vas-y. Le troisième constat, c'est vraiment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, 68 de la population totale canadienne passe 2 heures par jour sur les médias sociaux. Le média, le grand champion, c'est Facebook. Mais quand on parle de 68 de la population totale, ça tient compte des enfants, ça tient compte de tout le monde. On peut dire qu'à peu près tous les adultes en âge de consommer un média sont sur les réseaux sociaux. Ça change la donne de façon radicale. Hein? On le voit en ce moment, on a une crise des médias. On se demande comment on va financer notre information, la démocratie de notre information. Mais ça change la donne, ça change la façon de communiquer. Sur les médias sociaux, on va livrer des morceaux de contenu. Ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est important, on va livrer des morceaux de contenu. Moi, je compare souvent les médias sociaux à un gros système de son. Le système de son, c'est l'outil. Que tu mettes du rock, que tu mettes du jazz ou que tu mettes de la musique punk, qui est le contenu, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis c'est ce qui va décider, je monte sur le son ou je la ferme.
Tu mets une musique qui ne m'intéresse pas, je vais fermer le système de son. Tu mets une musique que j'aime, je vais la remonter. Fait que c'est avant tout, je pense que ce que tu dis, si je peux juste rajouter, pour vraiment mettre le tout, l'emphase sur le fait que avant tout, c'est ce qu'on dit. Et c'est pas l'outil vers lequel on en parle. Moi, je vois souvent des plans stratégiques qui marquent stratégie Facebook à faire pour les 3 prochaines années. Excuse-moi, c'est pas une stratégie Facebook que ça te prend. Ça te prend une stratégie de contenu que tu vas décanter sur différentes plateformes. Sur différents médias. Différents outils, différents canaux. Et puis, j'aimerais ça que tu abordes aussi un petit peu le mythe. Moi, j'appelle ça le mythe de la gratuité des médias sociaux. Bien, j'allais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la musique. Les médias sociaux, en fait, les médias numériques, peu importe lesquels ils sont, parce que Google, c'en est un. Oui. On s'entend que le média social de base, c'est le blog, qui est la base de beaucoup de nos sites Internet maintenant aussi, qui est à peu près dans tous les sites Internet aussi. Bien, c'est une bonne façon de diffuser du contenu. Mais ce que j'allais dire, c'est que ces canaux-là, ces médias-là, leur objectif, c'est de nous garder comme utilisateurs très présents. Google représente 92 % des recherches dans le monde entier. Il est champion. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on cherche sur Google, on va trouver dès la première page ce qu'on cherche assez facilement. Facebook et les autres médias sociaux sont intéressés aussi à ce qu'on passe nos journées là-dessus. Et pourquoi? Comment ils font pour faire ça? C'est qu'ils captent des signaux d'intérêt sur le contenu qui est d'intérêt pour nous. Et ils vont essayer de nous renvoyer des contenus qui nous ressemblent, puis qui vont faire qu'on va trouver notre expérience vraiment intéressante. Ça, c'est la base du concept. Après ça, mettre du contenu sur des réseaux sociaux pour une organisation, c'est pas une garantie que le contenu va être vu, hein? Loin de là. Il y a quelque chose qu'on a vu apparaître qui s'appelle un algorithme. Bien, ce fameux algorithme qui fait la manchette, hein, des fois c'est Dieu, des fois c'est le diable, on ne sait pas trop. En fait, c'est une façon de présenter du contenu en fonction des intérêts, c'est ce que je viens juste de dire. Donc, si on met beaucoup d'efforts comme organisation à partager, restons sur Facebook, de l'information, puis que notre communauté engage nos publications. Ça veut dire qu'ils les aiment, qu'ils les partagent et qu'ils les commentent. Ça va envoyer un signal d'intérêt à Facebook qui va dire « Ah, ce contenu-là est pertinent ». Par contre, je pourrais faire 4 publications, 5 publications par jour. Si personne n'interagit avec ça, Facebook va considérer que c'est inutile. Puis il y a beaucoup d'autres règles. Je vous hyper simplifie ça. Il y a beaucoup d'autres règles qui font qu'un contenu va monter en importance, puis il va être affiché. Mais malheureusement, une bonne stratégie de présence sociale doit, de façon incontournable, être accompagnée d'une stratégie publicitaire payante. Et c'est la seule façon de vraiment tirer son épingle du jeu. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, un budget annuel de publicité numérique est nécessaire maintenant. Puis je le vois pas souvent, là, je dirais, dans beaucoup d'organisations, je le vois pas. Bien, Puis on parle pas juste de Facebook, il peut y avoir d'autres types de contenus qui ont besoin d'être appuyés au niveau de la publicité. Bien, on pourrait extrapoler cette règle-là à tous les aspects du numérique. Nous, on rencontre des organisations tous les jours qui viennent de terminer un plan quinquennal ou une planification stratégique. Et à la ligne numérique, c'est écrit « refonte du site Web ». Un site Web, c'est une destination, c'est une partie de l'équation. Il y a, les gens qui vont taper un URL pour se rendre sur un site Web puis découvrir le contenu d'une organisation, sont plus légion, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va faire une recherche précise sur un sujet dans les moteurs de recherche. On va tomber sur une page précise de votre site Web. Si votre site Web est bien fait, puis qu'on est chanceux que l'utilisateur a un lien avec notre organisation, on va peut-être le capter. Ou on va renvoyer des utilisateurs un peu plus qualifiés, donc sur nos réseaux sociaux ou dans les campagnes d'infolettes, vers un contenu spécifique du site Web. Mais effectivement, que les choses doivent être observées dans leur globalité. Ça prend une stratégie de présence numérique, puis ça prend une stratégie de présence numérique qui est réaliste.
Il y a des OBNL qui ont plus de moyens que d'autres, puis il y en a qui ont un petit peu moins de moyens que d'autres. Et il faut être capable de mettre en place une stratégie où chaque heure dépensée, chaque dollar investi dans la stratégie rapporte. Donc, ce qu'il y a de merveilleux avec les médias, avec le numérique, c'est qu'on est capable de mesurer ça. C'est ce qui fait le plus mal aux médias traditionnels actuellement, qui n'ont pas cette capacité-là aussi. Bien, en fait, ces médias-là, c'est là que les gens sont et c'est mesurable. Donc, les médias traditionnels vont devoir se réinventer. Tu parlais d'infolette, je suis curieux. Tu sais, on parle de rajeunissement de clientèle. C'est quoi le rôle encore de la communication par courriel dans un segment de clientèle plus jeune? Il va y avoir des défis par rapport à ça. En ce moment, c'est toujours un des canaux de communication les plus performants pour ramener nos membres vers notre audience. Là. Je dis membre parce que c'est l'association, mais pour ramener notre communauté vers des contenus spécifiques, ça demeure quelque chose de très important. Mais il est clair que le courriel commence à être délaissé par une plus jeune génération et remplacé par du Messenger et des choses comme ça. Mais dans le cadre du travail, le courriel est encore garde sa place, puis une stratégie d'infolette, c'est incontournable. Après ça, il y a une façon de faire des infolettes. Il y a des bonnes stratégies d'infolettes, puis il y a de très mauvaises stratégies d'infolettes, et c'est la même chose que pour la gestion des médias sociaux. C'est exactement la même chose. Donc, une infolette, il y a des règles d'or, il faut regarder ça à un sujet par infolette, il faut regarder ça court, il faut être épuré, il faut être attirant. Il faut faire des tests, savoir quel contenu est préféré et il faut que l'infolette soit pas un message en soi qui s'arrête là. Il faut que ça mène vers des actions très précises, une inscription à un événement, et que sais-je, un partage d'informations. Peut-être qu'à moyen terme, on fera un contenu vidéo excessivement juste pour les infolettes. Je pense que ça va être intéressant. Autre élément qui est propre à la clientèle, puis plus jeune, disons, parce que c'est un phénomène qui est très présent dans ce groupe d'âge-là, c'est les influenceurs puis les micro-influenceurs. Actuellement, dans le milieu de l'OBNL, c'est pas quelque chose qu'on a profité nécessairement. Comment tu vois l'utilisation de cet outil-là ou de ce phénomène-là dans le milieu de l'OBNL? C'est en mutation. Il y a des gens dans l'industrie qui disent que c'est la fin des influenceurs. Il y en a d'autres qui continuent à ne miser que là-dessus. Moi, je pense, mon opinion personnelle et humblement, je pense que les influenceurs ont une place dans une stratégie de présence numérique. Les influenceurs qui ont des communautés très précises sur des sujets précis qui peuvent nous ramener des gens et rallier des gens à notre mission. Je pense que pour les OBNL, c'est pas quelque chose qui est considéré parce qu'on a peur des coûts qui sont attachés à ça, puis qu'on n'a pas développé toutes les ramifications de notre présence numérique. Donc, il y a beaucoup de choses en amont à faire. Mais si la question, Stéphane, c'est est-ce qu'il y a une place pour des stratégies influenceurs pour les OBNL? Clairement. Oui, je pense aussi que la perception qu'on peut avoir des influenceurs, on pense toujours aux gros, mais il y a aussi les micros, ce qu'on appelle les micros-influenceurs, qui ont peut-être plus leur part dans l'écosystème des OBNL. Puis, à ce moment-là, c'est plus accessible, c'est plus ciblé, puis c'est beaucoup plus axé sur des communautés, des fois qui vont être des communautés régionales ou des communautés thématiques, disons. Là. Exactement. Donc, je pense qu'il faut le garder vraiment dans l'écosystème. Il faut commencer peut-être à l'utiliser, pas nécessairement tout baser là-dessus, mais il faut en rajouter des couches dans ce qu'on fait, si on veut vraiment rajeunir notre clientèle. Clairement. Puis je pense aussi, Jean-François, je suis curieux de t'entendre aussi sur le site Web. Tu en as parlé brièvement tantôt, mais un site Web, je pense que le premier élément que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il soit adaptatif ou compatible avec les outils numériques à la base. C'est un minimum. Ça m'amène à te poser la question, les applications. On parle du site Web, mais est-ce que les applications ont aussi un rôle à venir jouer? On le voit peut-être un peu plus dans le milieu associatif parce qu'on a des organisations qui vont faire des applications web ou les applications mobiles? Les applications mobiles. Bien, est-ce qu'il y a un rôle? Ça, c'est vraiment une question à $1 million.
Ça dépend de notre mission, ça dépend de... Mais il faut tout de même, pour une association ou un OBNL, avoir les reins plutôt solides pour se doter d'une application mobile. Les applications mobiles, ça coûte cher à développer, ça coûte surtout cher à maintenir. Je ne peux pas donner une réponse ni oui ni non. Il faut que je connaisse la pertinence de ça, mais moi, je pense... Bien, je trouve ça le fun que tu aies une certaine hésitation, parce que c'est un peu ça aussi, le milieu du numérique, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une série d'outils, puis il y a un mix à faire en fonction d'une situation, puis en fonction d'une réalité qui est celle de l'organisation. Puis on ne peut pas avoir un membre de conseil d'administration qui vient dire « Hey, on devrait utiliser tel outil », sans nécessairement l'inclure dans l'ensemble d'une stratégie, je pense. Bien, c'est tout à fait ce qui complexifie la chose. C'est un monde où tout est mesurable, où tout est quantifiable, mais il n'y a pas de place pour l'interprétation. Tu sais, mon conseil aux gestionnaires d'organisation, beaucoup de nos gestionnaires qui ont des cheveux gris, puis que ce n'est pas leur univers, l'univers numérique, et il n'y a absolument aucune gêne à avoir par rapport à ça. C'est un monde qui évolue très rapidement. Même ceux qui n'ont pas de cheveux gris, on finit par perdre notre latin, même quand on est dedans. Absolument. Dans les 5 dernières années, les bouleversements sont immenses. C'est important de s'entourer dans l'équipe de gens. Tu sais, quand on dit mettre au cœur de notre planification stratégique une stratégie de présence numérique bien réfléchie, c'est important de s'entourer des ressources à l'interne qui vont être capables de nous aider à déployer cette vision-là, puis qui vont être capables de dialoguer avec des gens externes. Il faut se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et là, bien, il y a toutes sortes de spécialités. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens qui prétendent tout connaître. Hein? Donc, tout ça, ce sont des spécialités. Faut être capable de tout faire. Ou être capable de tout faire. Il y a des grandes spécialités là-dedans. Il y a des gens qui sont très bons dans certaines choses et très moyens dans d'autres. Ça complexifie les choses. Il y a des consultants qui vont être plutôt généralistes, puis qui vont vous donner des pistes, mais dans le déploiement au quotidien, bien, ça prend des gens qui sont spécialisés puis qui vont... Et c'est pas nécessairement inaccessible en termes de coûts. Non, puis je pense que c'est une question de priorité aussi. Il faut commencer avec puis une question de concentration. Si on sait que notre budget est limité, on ne va pas se lancer sur 3 plateformes de médias sociaux en même temps, plus un site web, plus ci. Il faut revenir aux bases. Il faut être capable de concentrer nos énergies sur ce qui est le plus payant, comme tu disais tantôt, en fonction de l'évaluation qu'on en fait. Ça prend un plan. Ça prend un plan. Puis ça prend un peu d'expertise aussi. Puis si on ne l'a pas, il faut aller la chercher. Absolument. J'ajouterais que si... que le statu quo en ce moment, pour la plupart des OBNL, n'est pas viable. Non. Il y a des situations de danger, clairement pour moi, notamment dans le monde associatif. Puis c'est pas propre au Québec, c'est propre à toute la communauté internationale d'associations. Hein, l'association permettait aux membres d'accéder à de l'information que seulement l'association possédait. Aujourd'hui, Google en connaît beaucoup plus que bien des associations sur bien des sujets. Les experts qui gravitent autour des associations ont eux-mêmes des blogs, ils font des capsules. Donc, définir la valeur ajoutée d'une association dans un monde en transformation comme on vit, ça devrait être la base de la réflexion. Et de se dire, OK, pourquoi un jeune homme de 30 ans qui a un réseau de contacts super intéressant sur LinkedIn, qui est sur les médias sociaux, qui lit et qui dévore tous les blogs spécialisés, pourquoi il s'associerait à nous, puis pourquoi il participerait à nos événements? Donc, il faut commencer à réfléchir à ça, puis il faut exposer ces jeunes-là à ce contenu-là qui va les amener à réaliser la valeur ajoutée du regroupement de personnes. François, merci. Je pense qu'on fait le tour de la question. Merci à toi, Stéphane. Je vous indique que cette capsule-là va faire partie d'une série de 2 sur l'environnement numérique. Je vous invite aussi à venir visionner l'ensemble de nos autres contenus sur Facebook, sur YouTube et sur notre site Internet. Merci. À la prochaine.